Une année électorale en République démocratique du Congo et la RTNC de développement dans son émission Fièrement Congolais va vous permettre d'opérer un bon choix ou des bons choix. En quoi faisant par la qualité des intervenants que nous allons recevoir ici tout retour sur ce plateau. Et aujourd'hui, Madame, Messieurs, je voudrais que vous puissiez attirer votre attention. J'attire votre attention, pardon, que vous puissiez prêter votre attention à cette émission parce que ça sera une émission didactique. Cette émission va vous permettre de vous situer, va vous permettre de pouvoir vous questionner sur le choix que vous allez apporter dans ce processus électoral. Et nous avons commencé notre série d'émissions sur la sensibilisation et la vulgarisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule, je ne vais pas monologuer pendant cette émission. J'ai fait appel à quelqu'un. J'ai été très attentive en l'écoutant et tout de suite j'ai été séduite. J'ai dit je vous prends parce que cette personne nous amène un nouveau concept. Un nouveau concept avec de nouvelles pistes et surtout avec de nouveaux équipements qui vont nous permettre de faire le bon choix, j'insiste. Ce n'est que, entre autres, ce n'est que M. Chérubin Mouniango. J'ai bien prononcé? Très bien prononcé. Mouniango Bikoko, le poste-nom. Voilà, M. Chérubin Mouniango Bikoko, aujourd'hui vous êtes l'invité des Fièrement Congolais. Êtes-vous fier d'être Congolais? Hautement fier même. Hautement fier. Qu'est-ce qui le fier? Qu'est-ce qui vous prouve? Parce que je suis devant vous, dans ce plateau, pour profiter de mes connaissances au public. Alors, vous êtes né ici, en République démocratique du Congo, vous avez des parents congolais, vous avez dit que vous vous sentez fier d'être congolais, mais comment est-ce que, avec quoi vous vous êtes entouré pour qu'aujourd'hui vous vous dites que vous êtes fier? On est fier pas quand on donne, mais quand on est fier pas quand on donne, mais quand on reçoit. Ou c'est le contraire pour vous? Pour moi, c'est le contraire. C'est comment? Moi, je préfère donner et servir le peuple souverain Okay. Par rapport aux concepts, aux connaissances que nous avons pu acquérir étant congolais et vécu à l'étranger. Avec cette double culture, nous venons contribuer à l'œuvre publique. Donc, ça dit ça. Bon, c'est un peu péjoratif quand on parle de diaspora. La diaspora, dans le bon sens, c'est un peu une union, un ensemble culturel, hein, où il y a l'intelligence congolaise vivant à l'étranger se réunissent pour essayer d'orienter un peu, donner des pistes au pouvoir public. Alors, là, vous allez nous montrer qu'il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont allés étudier, qui sont allés apprendre, qui sont allés pour des recherches et qui sont utiles aujourd'hui pour leur pays. Nous allons les découvrir avec vous. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, que vous êtes venus avec un nouveau concept, idéal politique. Bon, idéal, on connaît ce qui est idéal, ce qui est idéal politique, on connaît. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, M. Chérubin? Par idéal politique, qu'est-ce qu'on entend par ces concepts? Idéal politique, c'est un concept mûrement réfléchi devant ma propre conscience pour venir expliciter ce concept devant le peuple congolais. Il s'agit de quoi? Quand on parle d'idéal politique, idéal comme un nom, un adjectif. Donc dans l'idéal politique, nous souhaitons à ce qu'on puisse organiser la politique autrement. C'est-à-dire que nous devons concilier les valeurs politiques, intellectuelles, culturelles et morales surtout, qu'on puisse retrouver ces valeurs-là auprès des dirigeants politiques et en adéquation avec les aspirations du peuple congolais.
car les aspirations du peuple congolais ne sont pas assez écoutées, où on ne fait pas beaucoup de quêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que le peuple souhaite et attend. Ah non, tout le monde parle au nom du peuple congolais. Non. Tous les dirigeants parlent au nom du peuple congolais. Mais oui, les dirigeants parlent au nom du peuple congolais, mais ils n'arrivent pas à concilier aux attentes du peuple congolais. Aujourd'hui, que veut le peuple congolais? C'est clair, il y a même des éléments minimum qui est mentionné dans notre Constitution, à savoir le peuple a droit à l'énergie, c'est écrit dans la Constitution. L'électricité, l'eau, c'est écrit dans la Constitution. Mais nous vivons ça chaque jour et nous sommes en carence. Les droits fondamentaux, les libertés fondamentales du peuple souverain, il n'y en a pas. Le point qu'on puisse aujourd'hui voir, c'est un peu une coexistence de plusieurs partis politiques. Mais ça ne reflète pas la démocratie. La démocratie, on retrouve ça vraiment quand les droits du peuple congolais, leur liberté, trouvent sa place. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas du tout, malgré il y a une institution qu'on appelle le Conseil économique et social, pour essayer un peu de guider le pouvoir gouvernemental dans son développement économique et social. Mais tous ces éléments-là, toutes ces études qu'on présente au gouvernement, les hommes politiques qui viennent, excusez-moi, sont des politiciens, ce ne sont pas des hommes politiques. Ils viennent en ce moment-ci pour essayer un peu de vendre. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le politicien et les hommes et un politique. Oui, ce sont des concepts aujourd'hui. On va parler de la définition comme on a pris théoriquement à l'école. Là, il y a nuance. Mais aujourd'hui, c'est des choses distinctes. Un politicien pense à son élection, en fait. Mais il n'est pas dans la vie politique. C'est différent. Un homme politique est dans la vie politique, il pense politique, il sait comment est-ce qu'on peut contrôler le pouvoir public, on peut défendre les attentes du peuple souverain. Donc il nous faut un idéal politique pour essayer un peu un jour de déterminer quelle est la politique qu'on veut dans ce Congo. Quand vous parlez de l'idéal, ce qui est idéal est parfait. Or, la perfection ne relève pas de la nature humaine. Où est-ce que vous voulez nous emmener là? Non, il y a une nuance. Il y a une nuance entre un idéal politique et une politique idéale. Il y a un nom et l'autre, c'est un adjectif. Je parle de nom qui est un ensemble de valeurs qu'on doit avoir au sein d'un homme politique, au fait. Donc, à savoir, aujourd'hui, par exemple, nous voyons qu'il y a une carence de morale au niveau des hommes politiques. Il y a une carence au niveau de l'homme intellectuel qui doit être en politique. On voit qu'il y a des carences même culturelles au niveau des hommes politiques. La culture, c'est l'identité de la personne. Quand il y a carence, ça veut dire qu'on n'existe plus. Tout à fait. Le problème des Congolais aujourd'hui, parce qu'on est en crise d'identité, on ne se connaît plus qui est qui. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai vécu à l'étranger. Quand je dis que je suis fier de mon Congolais, j'ai la nationalité congolaise. Hein. J'ai vécu plus de 40 ans en Europe, mais je ne suis pas du tout français. Donc vous n'avez pas changé de nationalité? Non. Je n'ai pas changé de nationalité. Mais comment est-ce que vous avez fait pendant 40 ans? Oui, j'ai fait plus de 35 ans, mais j'ai écrit à plusieurs fois que mon pays ne me permet pas. La nationalité est unique et exclusive. Je ne peux pas porter ça avec d'autres nationalités. Mais or, quand je dis qu'il n'y a pas assez de valeurs morales, moi je sais qu'il y a des politiciens qui ont des doubles nationalités. Donc c'est immoral de venir agir. Mais aujourd'hui, quand il y a la crise, ils se retrouvent dans des chancelleries pour un peu essayer de sauver leur propre famille. Alors, quand vous parlez de cette carence, parce qu'il y a crise identitaire, alors ça veut dire qu'il y a des causes. C'est à quel moment, parce que vous avez dit que vous avez observé la société congolaise, c'est à quel moment que le peuple congolais a commencé à perdre son identité? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Mais on ne véhicule pas assez nos connaissances, au fait. L'histoire, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis des professions des métiers, assureur, conseiller financier. D'accord? Donc, pour travailler dans mon métier, je dois connaître l'histoire économique de chaque État ou de l'environnement où je vis. Pareil, on ne connaît pas l'histoire politique de nos pays et alors on n'agit pas dans la politique bien comme il faut parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé hier. Donc, c'est-à-dire que nous avons une jeunesse sans idéal, si vous voulez savoir. Une jeunesse sans idéal, il ne sait pas là où il va. Parce que les hommes politiques doivent être des éducateurs de masse populaire. Donc, on ne vient pas pour éduquer la masse populaire, on vient pour son propre intérêt et pour s'inclure dans une classe sociale et faire valoir leurs droits.
C'est un peu ça. Donc la façon de faire, la politique en République démocratique du Congo a quand même tué, a atténué cet élan de l'identité culturelle dans le chef du Congolais. Vous pensez que le politicien a une part de responsabilité? Bien sûr, quand on aspire à devenir homme politique, on est là pour éduquer la masse populaire. On ne vient pas juste pour chercher les voix par rapport aujourd'hui à la période électorale. Mais non, on est là pour être, surtout quand on est dépositaire du pouvoir public, on a un rôle double plus que d'autres hommes politiques. Là, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, la carence, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la famille. L'environnement familial est défavorable pour le développement économique et social de notre pays. Et nous voyons aussi l'éducation scolaire. Aujourd'hui, je suis désolé, il faut qu'il y ait des réformes. Et pareil, la jeunesse de demain, c'est l'avenir du Congo. Alors, s'il n'y a pas l'idéal politique entre les dirigeants politiques qui doivent acquérir certaines valeurs et répondre aux aspirations du peuple souverain, on n'aura pas de modèle politique dans ces pays. Or, on prône pour une démocratie. Mais cette démocratie, pour qu'elle soit une démocratie idéale, il faut que ça soit une démocratie participative, avec plusieurs supports pour essayer de faire participer le Congolais. Là, on va évoluer ça dans une autre, dans une autre dimension. À l'idéal démocratie, j'aimerais quand même qu'on puisse insister sur une chose. Bon, on ouvre cette parenthèse. Vous avez, je ne sais pas, je ne suis pas obligée de vous demander votre âge, mais je pense que vous connaissiez Mobutu. Vous avez vécu à l'époque du maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu a mis en place le manifeste de Lanzele. Il a conçu, il a fait des réformes. Alors, le fait de pouvoir tous les jours chercher à concevoir, à réinventer la roue, ne pensez-vous pas que nous avions des valeurs que nous avons perdues et nous allons chercher ailleurs au lieu de retourner, comme avait dit Mobutu, recours à l'authenticité? Vous savez, j'ai fait une émission le 17 mai concernant un peu ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. J'ai parlé un peu de l'héritage de Mobutu, les pistes que Mobutu a créées par rapport à la démocratie. Et quand il a fait son discours du 24 avril 1990, et là, il avait tout balisé. Il avait tout balisé. Il a parlé de multipartisme, il était contre la bipolarisation de la vie politique, et ainsi de suite. J'avais tout relaté parce que durant la Deuxième République, en toute modestie, je faisais partie de ceux qu'on appelait les ayants droit, les allocataires du pouvoir, en fait. On nous a appris que votre père fut un des ministres de Mobutu. Oui, il était aux affaires à la défense, mais c'est un général Mouniango, compagnon de la Révolution. Ok, parce que j'ai cherché ces noms-là. J'ai trouvé. Hein. Les compagnons de la Révolution, ce sont eux qui ont eu le fait. Il est un des fondés du pouvoir de la Deuxième République. Ok. Donc je connais, j'ai ce politique en moi, l'ancrage dans le sang, l'ancrage et puis l'appel même à venir servir la nation. Le premier appel, c'était en 1990. On me demande d'abandonner les études et venir travailler rapidement. Donc cet appel-là, je le connais et je sais qu'il y a eu de bonnes pistes pour qu'on ne puisse pas atterrir aujourd'hui, y compris même les pistes de Papa Etienne Tshisekedi, que je connais aussi. Voilà. Alors, on dit aussi Etienne Tshisekedi est parmi les auteurs de la manifeste de Lanzele. Vous avez déjà eu l'occasion de lire ça? Oui, bien sûr. Alors, il y a des choses formidables, mais pourquoi l'applicabilité en République démocratique du Congo fait problème? Ça fait problème parce qu'on peut tout faire, mais c'est la forme qui génère le fond. En fait, quand vous regardez déjà, parce que quand je parle de l'idéal politique, prenons le cas de Manifeste Lanzele où il y avait un seul parti politique. C'était un idéal politique, mais c'était devenu obsolète, c'était révolu en fait. Ah bon? Voilà. On s'adapte. On ne pourra pas aujourd'hui appliquer ce qui s'est passé en 67-68 en 2023. Donc il faut essayer d'évoluer. Et même le combat que UDPS a généré dans les années 82, 40 ans après, ça commence à devenir aussi obsolète. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la démocratie idéale où on voit que la participation du peuple correspond à ses aspirations.
Alors, qu'est-ce que l'idéal politique va-t-il apporter de nouveau? Parce que des concepts, on en connaît ici, hein, dans notre pays. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que les uns ont proposé auparavant et ce que vous dites aujourd'hui? Non, jusqu'aujourd'hui, depuis l'ouverture de multipartisme en 90, il n'y a pas eu de concept idéal pour essayer un peu de diriger ce pays. On voit que quand on parle souvent de la politique, c'est la dynamique ou la politique est dynamique. On mélange de tout. On mélange de tout. Une politique se veut dynamique, mais la politique, ce n'est pas la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Allez-y, Molo, pardon, faut pas perdre les téléspectateurs. Non. Ok, une politique. En un mot. Je vais un peu adoucir un peu ce que je suis en train de dire. Let's go. Autrement dit. C'est-à-dire que quand on a un mouvement politique, on cherche à conquérir le pouvoir. C'est pas parce que chez moi, il y a une dynamique pour arriver à obtenir et à détenir le pouvoir que tout le monde peut adhérer massivement sans pour autant adhérer dans la pensée politique. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. C'est ce qui se fait. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas d'idéaux dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis que ces concepts-là, jusqu'aujourd'hui, n'existent pas malheureusement. Alors, il faut qu'il y ait un idéal politique, qu'on retrouve dans un dirigeant politique les bonnes valeurs, les morales. Vous savez, entre les religieux et les dirigeants politiques, il y a un point commun, ce qu'on appelle la morale et les valeurs. Raison pour laquelle nous voyons certains prélats ou dirigeants des églises vouloir empiéter dans la sphère politique parce qu'on croit qu'on peut parler facilement de l'amour, de la vie, sans pour autant répondre aux besoins du peuple souverain, qui est vraiment le droit à la liberté, le droit d'expression, de s'exprimer par rapport à la démocratie, qui est vraiment un pouvoir qui vient du peuple pour choisir leurs dirigeants. Donc, il faut faire la différence parce que les dirigeants politiques, on dit que leur pouvoir vient du peuple souverain. Mais quand on est religieux, on dit que c'est Dieu qui vous donne le pouvoir. Mais ce n'est pas les fidèles qui vous votent pour devenir pasteur. Donc il ne faut pas venir faire la politique. Déjà par... Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des religions qui viennent faire la politique. Parce que les termes là, le terme même des idéaux politiques, ils auront du mal à maîtriser ça et à servir. Alors peut-être vous exprimez cette crainte-là parce que vous savez qu'il y a des choses qu'on peut faire en politique, des coups bas, tout ça, mais si vous êtes un prélat, vous serez jugé peut-être durement par rapport à un simple non, vous n'allez même citoyen. pas arriver, vous n'allez pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut être un bon dirigeant politique, il faut être, je suis désolé l'expression, mais il faut être un bon fauve, au fait. Ça veut dire que quand on est fauve, on est là. Prédateur. Pas prédateur. Le Congolais, un dirigeant politique ne va pas vivre des Congolais. C'est-à-dire qu'il va protéger les Congolais, effectivement, par rapport déjà, à l'intégrité de notre territoire. Il faut être un bon fauve pour protéger le Congo. Oui, mais on dit même la loi qui devrait être passée, la loi Tchani, on dit, ça tire son origine de la Bible, non? Donc ça veut dire que tout, il suffit seulement de bien faire les choses. Tout peut se faire mélanger, et la morale, et côté biblique, et politique. Moi, je trouve que la personne idéale serait la personne qui craint Dieu, qui prie. Pas nécessairement, le Congo est un État laïque. Il ne faut pas mélanger, c'est écrit l'État et le Congo est l'État laïque. Il faut faire la différence entre tout ce qui relève de Dieu. Notre président de la République a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. C'était pas dans un moment officiel. C'était pas un moment officiel. Il faut faire attention aux activités des présidents, les activités qui sont, même dans ces voyages, il y a des voyages officiels et privés. Rassembler des Congolais autour de Stade Martyr, c'est privé, ça, c'est pas officiel en fait. Okay. Il peut se permettre de dire ça dans un moment donné où c'était pas du tout officiel. Ok. Alors, quand vous dites que l'idéal politique, vous avez pris du temps pour observer, et pourquoi vous cherchez à les vulgariser maintenant? Parce que c'est un concept que vous tenez à vulgariser, que le peuple congolais le consomme pour le rendre responsable à pouvoir opérer des choix judicieux, surtout dans ce processus électoral. Pourquoi seulement maintenant? L'opportunité, c'est quoi? Quand on parle de l'idéal politique, on a un objectif, c'est lequel? C'est de sauver la République. C'est de sauver la République et baliser les chemins, des pistes pour... Vous savez, quand on fait la politique, il faut projeter le Congo et les Congolais dans un avenir minimum de 30 ans.
C'est pour ça que donc, on est là pour essayer de mettre ces concepts et pour qu'on puisse en pratiquer, que ce soit les dominants ou les dominés, ou les administrateurs ou les administrés. Donc on doit projeter ces concepts pour que dans 30 ans, qu'on puisse avoir une démocratie réellement participative et qui émane également du peuple souverain. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour sauver la République. C'est très important. Alors, à un moment donné, quand j'ai discuté avec vous, vous aviez parlé, sorti une phrase là, les plans de construction. Alors, je me suis demandé, est-ce que ce pays n'a jamais été construit? On parle souvent de la reconstruction. Pourquoi vous parlez de plans de construction? Plan de construction individuelle, bien dans collectif. D'abord de manière générale et puis individuelle. D'abord, l'individuel, c'est très important. C'est très important parce que c'est l'individu qui suscite un poids politique. Parce que la même vision, la même perspective, si on présente ça à un homme politique, des fois, ça ne peut pas passer. Et certains hommes politiques, oui, ça peut passer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des niveaux différents, des degrés de compréhension différents. Non, on dit un homme politique a un poids politique quand il arrive à faire passer ses décisions et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et les mêmes décisions, si c'est porté par quelqu'un d'autre, ça ne passera pas. Ça passera pas. Je vais vous citer par exemple que si on se met devant, on a une tribune et on veut parler au peuple souverain, si le ministre Vidé Kamere parle, Albert Mende parle, Jean-Pierre Bemba parle, vous savez que la perception, ça sera par le peuple sera différente, voire même l'approche de chacun d'eux, ça sera aussi différent par rapport à l'objectif à atteindre. Donc, il faut qu'il y ait une construction individuelle. Après, on peut parler maintenant, parce que ce sont quand même des remorques. Quand on est dirigeant politique, on a en soi une remorque derrière le dos qu'on demande à ce que qu'on puisse monter. Et on ne monte pas aveuglément comme des moutons dans des remorques ou des semi-remorques, comme entre guillemets, quand je parle de semi-remorques, ce n'est pas des véhicules de transport. On dit que on a du poids parce qu'on peut drainer derrière nous des masses populaires. Mais après, la construction, c'est avec le Congolais en soi. Avec le Congolais en soi. Alors, quels sont les matériaux durables avec lesquels on doit se construire soi-même? Pour être un bon consommateur, un client, comme on dit, je suis désolé, hein, parce que vous savez, on parle... Non, aujourd'hui, on parle de l'offre politique. Ouais. Vous venez offrir pas à des clients, parce qu'on doit comparer une machine politique à une grande entreprise. C'est pareil, ça fonctionne à peu près pareil. On va parler des agents commerciaux, là-bas on parlera des agents politiques. On va parler de l'offre d'un produit, là on va parler de l'offre des concepts de projets, ainsi de suite. Ça fonctionne pareil, sauf que là-bas, il n'y a pas de but lucratif. On vient vraiment pour servir le peuple. Ouais. Mais pour servir le peuple, il y a quand même des minimums. Il y a des minimums. On ne vient pas compte tenu de la rareté des produits dans notre société, et on vient parce qu'on sait que si on devient homme politique, et compte tenu de cette rareté, on peut satisfaire ses besoins primaires. Non. Ça, alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, peut-être sur le plan théorique, mais dans la pratique, ce n'est pas ça, M. Chéribin. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Tout le monde veut être candidat, même quand on se mesure, donc on sait qu'on n'est pas construit soi-même, même quand on exprime soi-même des doutes, mais on se dit, je pars, je dois être candidat, on doit voter pour moi, parce que j'ai construit ce pont-là, parce que j'ai fait du bien aux gens du quartier, alors ils m'ont demandé d'être candidat, je le fais, je m'en vais sans tenir compte des conséquences après. Vous savez, dans la vie, la gratuité n'existait pas. Parlons un peu des politiciens, pas des hommes politiques, des politiciens qui arrivent à faire des dons avant les élections. Moi, je crois que non, qu'on doit faire des dons après avoir été voté pour récompenser, en fait. On n'anticipe pas, on n'achète pas avant les élections. Moi, je crois que, donc, quand vous êtes élu, vous retournez pour récompenser d'avoir voté M. X et Y. Là, vous pouvez faire des ponts. Mais faire des ponts anticipativement, faire des dons, de forage, ça, c'est de l'escroquerie politique. Je suis désolé, mais excusez-moi le terme, c'est ça, en fait. On ne peut pas aller faire des ponts, des dons, dès lors que, non, que dans sa maison, on n'arrive pas du tout à atteindre ce qu'on appelle la pyramide d'un homme politique.
Oh. Oui. Il y a la pyramide d'un homme politique. Il y a la pyramide d'un homme politique. Ça commence dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison, c'est-à-dire que donc, il doit avoir à garantir un toit. C'est-à-dire que donc, soit il est propriétaire, soit il est locataire, mais qu'il n'y ait pas des arriérés par rapport à son loyer. Là, c'est dur, vous êtes dur. Mais quand vous n'arrivez pas du tout, vous n'avez pas du tout un toit, vous n'êtes pas du tout propriétaire, vous êtes locataire, vous n'arrivez pas du tout à payer vos loyers et vous dites que non, que oui, je vais aller faire du forage à Monéditou, à Kassongolunga, des choses comme ça. Ça n'a pas de sens, ça. Là, vous allez acheter la conscience électorale, en fait. Donc, il y a un travail qu'on doit faire soi-même. Il y a de l'ordre qu'on doit mettre dans sa maison. Il y a des préalables. Il y a des préalables pour faire la politique au Congo aujourd'hui. Au Congo ou partout ailleurs? Partout, les préalables sont déjà, ça fait partie des droits de l'homme, en fait. Ok. Oui. C'est-à-dire que, quand on dit que les droits à la santé, les droits à la sécurité alimentaire, normalement, c'est pour tout citoyen lambda. Mais or, il n'y a que les hommes politiques qui arrivent à satisfaire certains droits qu'on trouve dans la Constitution. Mais dans les citoyens lambda, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ailleurs, oui, ces droits-là sont acquis. Vous avez le droit à l'électricité, vous avez le droit au courant. Alors, quand je dis que cette pyramide-là doit être respectée par rapport aux gens qui essayent un peu dans un champ politique, le Congolais, le peuple souverain, doit observer. Si je peux me permettre de citer un peu les éléments qui composent cette pyramide, je peux le faire. Allez-y, parce que j'aimerais bien comprendre et les téléspectateurs sont également curieux. Oui, effectivement, un homme politique, comme je viens de dire, premièrement, doit garantir le toit. Il est propriétaire, il habite dans une maison où il est locataire. Et il n'a pas de problème avec son bailleur. Il ne peut pas avoir de problème avec son bailleur. Il ne peut pas avoir de retard de loyer avec son bailleur. Ça, c'est un homme politique. Ça, c'est un homme politique. Okay. Ouais. Et deuxièmement, il doit garantir son alimentation. Okay. On ne peut pas mourir de faim pour dire aux autres que oui, si vous me votez, parce que je veux, il y a des candidats, je suis désolé, qui ont des restaurants informels, qu'on appelle Malewa. On dit, si vous venez manger chez moi, la viande, vous achetez la viande et puis vous avez les légumes et les foufous gratuits. Ça, c'est pas faire de la politique. Ça, c'est la politique politicienne, en fait. Je suis désolé, mais c'est ça. Donc, il faut garantir l'alimentation. Alors, quand vous parlez de l'alimentation, il faut bien manger, il faut faire quoi, l'alimentation? Parce que non, il faut vraiment comprendre. Non, il faut avoir le pouvoir d'achat, un bon pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le marché de consommation nécessite à ce qu'on puisse avoir un bon pouvoir d'achat. Parce que quand il y a des termes comme ça, je préfère dire qu'il faut garantir l'alimentation pour que qu'on puisse me comprendre par rapport à tous les auditeurs. Mais d'une manière scientifique pointue, je parle de pouvoir d'achat. Un homme politique, un futur homme de politique doit avoir un pouvoir d'achat pour garantir le besoin primaire. Voilà. Il ne peut pas être un commandeur, il ne peut pas être un mendiant, il ne peut pas manquer le minimum. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième point. Après, le troisième point, c'est d'assurer les déplacements et la communication. Ça, c'est très important. On a le téléphone, ça suffit, non? Non, il y a des fois, ils sont même des carences. Non, vous n'allez pas demander aux gens des téléphones de haute gamme, des unités. Non, je ne parle pas de l'outil de communication. Je vois qu'il faut qu'il y ait une communication fluide, les déplacements fluides. C'est-à-dire que la liberté d'aller et venir. Il doit garantir ça. Un homme politique ne peut pas avoir des problèmes de déplacement. Avoir un minimum une voiture. Tout à fait, c'est ça. Au lieu d'attendre d'aller avant des palissades quand on sera élu. Parce que le président a dit, j'ai vu des députés élus venir à l'Assemblée, ils n'étaient pas véhiculés en taxi, même en Wewa, comme on dit. Alors, donc on dit que c'est très dangereux. Moi j'ai vu. Voilà, c'est très dangereux quand on n'a pas de tout à garantir, on n'arrive pas à garantir les moyens de déplacement et des communications. Ça, c'est très dangereux, ça. Ça, c'est le troisième point qu'il faut vraiment essayer La communication et le transport. Et la communication doivent être garantis pour un candidat député. Un candidat député, quel que soit le niveau. Il ne faut pas s'hasarder. Il ne faut pas s'hasarder à venir, tiens, je veux faire mieux pour vous. Or que vous n'arrivez pas du tout à garantir même votre propre déplacement et à dire que non, que quand je serai élu, maman là-bas, sûrement j'aurai un nouveau véhicule.
Et ça, c'est pas bon tout ça. Chers téléspectateurs, je vous aurais prévenu, hein, je vous avais dit à l'introduction de l'émission que c'est une émission didactique. Allons-y. Et après cet aspect, ce point, il y a ce qu'il faut, on dit qu'il faut avoir un appareil de production, garantir ses revenus ou avoir un métier. Moi, je ne peux pas faire de la politique un métier, je suis assureur conseiller et spécialisé en risque professionnel. En Europe, j'ai assuré des bateaux de conteneurs qui quittaient la Chine jusqu'en France. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est une haute délégation de pouvoir qu'on vous donne par le ministère de l'économie et des finances en France. C'est-à-dire que donc, si vous faites de la politique votre métier, d'ailleurs, moi je suis pour ceux qui... Il y a des gens qui s'acharnent un peu par rapport au pouvoir du président de la République. Moi je crois que, donc, si on va dire 2 mandats pour le président, ça sera 2 mandats pour tous. On ne peut pas faire de la politique tout un métier. Je suis député au Parlement, ça fait 40 ans ou quoi, là, des choses comme ça. Donc, alors ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien ça. Okay. Vous savez que 4e point, il faut garantir les revenus et n'attendre pas à gagner des revenus en politique. Okay. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on demande de fois à ceux-là qui sont à la tête ou qui occupent des postes de responsabilité de déclarer ce qu'ils ont comme avoir. En amont et puis en aval, à la sortie de leur gestion, en fait, surtout en matière réglementaire. Alors, quels sont... Et après, j'ai pas fini. Oui, après, c'est pas fini. Il y en a combien? Ah oui, je suis en 4. Et cinquièmement, il faut avoir son autonomie au niveau de la famille. On ne peut pas faire la politique si l'autre conjoint n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est important, ça. C'est très important. Je suis un homme, l'épouse doit accepter. Je suis une femme, mon époux doit accepter, et on a 50% des bénédictions pour essayer d'agir. Et puis, dès lors que vous avez ces 5 points et 6e point, vous pouvez réaliser quelque chose en politique. Ok. Ouais. Alors, là, je manque de mots. Bon, allons-y quand même. Alors, quelles seraient les conséquences si vous n'arrivez pas à observer tous ces 5 préalables? Mais écoutez, vous allez... Mais vous y allez quand même. Qu'est-ce qui adviendrait? Vous allez échouer au niveau de l'électorat. Vous allez échouer. Et si par hasard, vous arrivez, vous chutez par miracle dans la gestion du pays, vous allez aussi échouer. Non, en tout cas, je crois que les miracles congolais, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas rempli tous ces critères-là, tous ces préalables-là, aujourd'hui, ils se retrouvent, ils sont là au Parlement et les gens vont encore voter pour eux. Alors, je me dis, alors, quel serait le comportement de quelqu'un qui n'a pas observé tous ces préalables? Comment il va se conduire pour que la société aujourd'hui, le peuple congolais qui nous suit aujourd'hui, soit mis en garde pour faire les bons choix? Mais effectivement, tout ce que je viens de relater, ça permet de dissuader entre guillemets, les aventuriers politiques et de persuader le peuple congolais au bon choix par rapport à ces éléments que je viens de relater. Parce que si nous laissons les aventuriers en politique ainsi, on ne va pas du tout atteindre nos objectifs. L'idéal politique ne sera pas du tout atteint. Ça veut dire qu'il y en a qui vont mettre la main, qui vont confondre la caisse de l'État de leur poche. Mais ça date, au fait. C'est jusqu'aujourd'hui. Les gens qui ne maîtrisent pas. Vous savez, il y a le pouvoir, la politique, des choses distinctes. Et derrière, il y a le pouvoir public et il y a le pouvoir politique. On mélange tout, en fait, au Congo. On mélange tout. Chance et Logopamba. OK? Vous avez, parmi les préalables que vous venez de citer, le 5, oui, il y en a qui ont eu 2 voitures avant qu'ils ne deviennent. Il y en a qui ont la communication, non, Tchombone Zanga Nango Unité, Kolamba, non, l'alimentation, garantie, tout ça. Ils ont vraiment observé les 5 préalables, mais qui ne se retrouvent pas dans les camps de l'idéal politique. Tout à fait. Auquel vous faites allusion. Tout à fait. Mais parce que pourquoi? Quand vous arrivez à le faire, parce que vous atteignez, vous arrivez à faire ce qu'on appelle l'autosatisfaction, en fait. Pour vous, vous atteignez. Mais vous prenez des antivaleurs pour diriger. Vous n'avez pas du tout de morale, en fait. Vous n'avez pas du tout de capacité intellectuelle. L'intégrité morale, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas un homme juste, en fait. La justice sociale, ça vous dit rien. La discrimination positive, ça vous dit rien. Vous atterrissez là-bas, mais vos enfants vont étudier à Loupio, au collège Boboto, à l'école belge. Mais pourquoi ne pas pratiquer la discrimination positive? C'est-à-dire que, prendre quelques enfants
issus de nulle part, les mettre dans les meilleures écoles aussi. Ça, ils ne vont pas le faire parce qu'il n'y a pas de valeur morale, il n'y a pas de capacité intellectuelle, il n'y a pas du tout d'intégrité morale, il n'y a pas de compétences, pas de capacité pour essayer de gérer la République. Alors ça, là, c'est dû à quoi? Par manque de l'amour de la patrie, du patriotisme, du nationalisme. Comment est-ce qu'on peut arriver à se comporter de telle manière alors que les préalables que vous venez de citer sont comme des piliers, mais quand même, on tombe dans l'anti-valeur. Quel est l'élément magique là, Oui, là? on a les préalables. Ouais. Après, il faut avoir les valeurs. Mais si et on a des préalables, il n'y a pas de valeurs parce que le peuple ne fait pas de bons choix aux dirigeants. Du fait même que lui-même, le futur dirigeant, est issu de cette jeunesse-là sans idéal. Tout à fait. Donc c'est un peu ça le problème. Il faut vraiment travailler, expliquer. Vous savez, quand on va un jour parler de ce qu'on appelle la démocratie idéale, là on qualifie cette démocratie d'être idéale, on parlera à ce moment-là de support de développement, ce qu'on appelle le pacte de développement économique et le pacte de développement social, qui se veut participatif. Là, j'aurais à donner des pistes et des supports. Comment est-ce qu'on peut participer à l'action publique? Ok. Alors, à la prochaine émission, nous allons parler de l'idéal La démocratie de la idéale. démocratie. Alors, pour voir si réellement cette démocratie qu'on prône, que nous avons adoptée, si cette démocratie est vraiment salvatrice pour nous. Nous allons en parler au cours de l'émission prochaine. Dans cette approche, juste, Ouais. il y a un chercheur Vous voulez français. anticiper? Oui, juste un Allez-y. chercheur français qui dit que, je vais faire des recherches, je vais revenir avec son nom, la démocratie que nous essayons d'importer, parce que vous avez dit qu'on essaie d'être importé, on n'arrive pas à l'importer. On a qualifié de ces démocraties comme étant des avatars, en fait. Avatar, vous savez, quand vous voulez créer votre avatar dans le numérique, ce n'est pas réellement vous, en fait. Voilà. Ce n'est pas réel, en fait, ce qu'on fait comme démocratie au Congo. Ce n'est pas la démocratie réelle. Ah, c'est pas la démocratie réelle. Pas du tout. Donc nous, on fait autre chose. On va voir ça. On verra ça dans une autre émission. Dans une autre émission. Alors, pourrait-on dire que l'idéal politique, c'est une sorte d'antidote que vous amenez aujourd'hui et que vous présentez devant ce cancer qui mine, qui détruit le Congolais dans son identité, dans sa culture, dans son économie, dans sa manière de faire la politique? C'est ça que je venais de dire, que l'idéal politique est un concept pour sauver la République. Donc la chose et les habitants, en fait. La gestion de la chose publique nécessite à être sauvée. Parce que là, nous sommes dans une piste glissante et on ne pourra pas du tout s'arrêter sans pour autant faire une pause pour dire, regardons à gauche, regardons à droite, où va-t-on aujourd'hui? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un cancer au niveau des dirigeants et, je suis désolé, de ceux qui sont dirigés. Ok, y aura-t-il un effet d'entraînement même sur d'autres domaines, secteurs de la vie sociale, si on applique cet antidote? Bien sûr, parce que la politique génère toutes les orientations, en fait. D'abord, s'il y a une bonne politique, il y a l'assainissement politique. Il y a des bonnes orientations politiques, économiques et sociales. Donc, c'est vrai que l'idéal politique va générer beaucoup de choses au Congo. Le peuple congolais vous regarde, hein? Il y a un qui se dit, est-ce que lui-même c'est un homme idéal? Ah, ça c'est autre chose. Là, vous me qualifiez, c'est un adjectif. Allons-y, c'est pourquoi je vous dis, pour que nous puissions vraiment être fixés. Vous parlez de l'adjectif, vous parlez de nom, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus un grand fossé entre les deux. Il y a un fossé quand même. Oh. Alors, si vous voulez, je parle de l'adjectif. Okay. Je laisse le nom, le concept idéal qui accompagne la politique. Mais personnellement, je suis né dans le pouvoir, grandi dans le pouvoir. J'ai étudié le pouvoir et la politique et je pratique, car je suis un analyste politique, observateur et je talonne la vie politique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à servir le pays, à tel point qu'on nous a demandé en 1990 d'abandonner les études universitaires pour l'intérêt de la nation congolaise. Mais je me suis dit, je rêve ou quoi? J'étais en Europe en 90, ça remonte. Hein. Je dis non, moi je continue mes études. Je ne vais pas arrêter mes études pour venir sauver le Congo.
Mais c'est pour vous dire que, non, que l'idéal en nous, l'ancrage de servir l'autre, ça fait partie de nos codes familiales, en fait. Les codes familiales chez nous, il y a les 3 valeurs. La quête du savoir, l'abnégation, la détermination et l'honneur. Vous avez grandi dans ça. En toute modestie, j'ai fait partie quand même de l'aristocratie de ce pays. Je ne suis pas fils d'un bourgeois, d'un aristocrate, oui. C'est-à-dire qu'on doit avoir à tenir l'épée pour essayer d'orienter le pays. On doit tenir l'épée. Pour orienter le pays. Ok. Il y a quelqu'un qui pourrait se dire qu'on a trop présenté la carotte. Parce que vous parlez de l'épée. Je parle toujours par les parallélismes. Hein. Tout à fait. On a trop donné la carotte. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple congolais est ce qu'il est. On doit tenir l'épée. Cette personne qui pense comme ça a-t-elle tort? Tenir l'épée dans quel sens? Pour agir méchamment ou bien pour protéger Parce que quand on détient le pouvoir est synonyme de l'épée. Hein. Quand on a le pouvoir et qu'on détient mal son épée, ça va se retourner contre vous. Donc il faut tenir ça fermement pour essayer un peu de diriger ce pays. Parce que, bon, je respecte la laïcité, mais dans la Bible, c'est écrit, Dieu demande de respecter les autorités, ce n'est pas pour rien qu'il leur a donné ce pouvoir. Okay. Voilà. C'est très important. Donc la carotte peut aussi nuire. Hein? Quand on mange trop la carotte, ça peut aussi nuire. Bon, écoutez, ça va de soi. Ça va de soi. Un bon dirigeant politique pense d'abord à vivre pour les autres. Okay. C'est ça. Alors, cette façon de faire la politique à partir de l'extérieur, je ne voudrais pas vraiment indexer les gens, mais on parle de combattants parce que vous venez de l'extérieur. On parle de combattants. Ce sont des Congolais bon, qui ont adopté ces noms-là. Alors, aujourd'hui, ces gens-là peuvent être une réponse pour les changements dans notre pays, dans tel ou tel autre domaine, par ce qu'ils font, par leurs dires, par leurs déclarations. Pensez-vous que c'est vraiment une réponse? Non, pas du tout. Catégorique, là, je suis catégorique, pas du tout. Quelle était la vision, l'objectif des combattants en Europe? C'était pour qu'ils puissent remonter les échos des dirigeants politiques auprès de l'opinion internationale. Et ça, leur objectif vraiment est atteint. Et ça fait des années et des années que c'est atteint. Donc aujourd'hui, la politique des combattants n'a pas d'impact à la gestion quotidienne de la RDC. Il n'y a plus d'impact. C'est-à-dire que donc, quand vous êtes combattant, il y a la matière, il y a des gens qui au fait, il y a la main invisible chez les combattants. C'est que la matière grise. Et ils cherchent à relayer auprès de ce qu'on dit, quand on fait la politique, il faut avoir des gens, des braillards, voilà, qui relayent les slogans des gens qui ont la matière grise. Et c'est ça. Mais la matière grise aujourd'hui, pour essayer un peu d'attirer l'attention de la RDC au travers des organismes internationaux et l'opinion internationale, c'est révolu tout ça. C'est révolu. Alors, quelle est l'image? Quelle image la République démocratique du Congo présente aujourd'hui à l'extérieur? L'image, c'est une république qui est debout, qui cherche son identité et pour tracer des pistes au-delà de 30 ans. Nous allons y revenir. Le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous nous avez laissé sur notre soif. Nous allons, à l'émission prochaine, parler de la démocratie idéale et puis voir si cette démocratie, si c'est un avatar, si nous l'avons mal appliqué et si on peut chercher un autre nom par rapport à notre culture. Parce que l'Africain a une culture à préserver et à conserver. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que le peuple congolais, les téléspectateurs qui nous ont suivis ont appris quelque chose. Non, beaucoup de choses, il faut quand même le dire. Et surtout, les 5 éléments, les 5 éléments préalables pour un acteur politique, un futur acteur politique. Je dois réfléchir 2 fois avant de poser la candidature dans 5 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci beaucoup.